transformer en tiers-lieu. Et qui a racheté ce bâtiment? C'est un groupe de personnes et c'est aujourd'hui les membres qui animent le lieu, c'est à la fois des habitants, donc il y a une quinzaine d'habitants sur place dans l'habitat participatif, sur environ 5 appartements, enfin il y a 5 appartements qui sont terminés pour le moment. Et c'est quand ces habitants sont arrivés sur le territoire, parce que c'est que des personnes qui n'étaient pas ardéchoises d'origine, qui venaient de grandes villes, de différentes grandes villes, ils ont rencontré des entreprises, des associations et des artistes locaux, donc qui travaillent eux depuis longtemps en Ardèche, qui sont implantés depuis 10-15 ans pour certains dans la région, qui ont leur activité, et qui cherchaient des espaces de travail accessibles et surtout un lieu inspirant, un espace convivial dans lequel on pouvait se rencontrer, partager des choses plus que simplement avoir un voisin de bureau, quoi. Et donc, le projet tel qu'il existe aujourd'hui, il est vraiment né de la rencontre de nouveaux arrivants et de personnes et de structures déjà installées sur place. Donc ça, c'est vraiment la composante du collectif aujourd'hui. Aujourd'hui, on est entre 30 et 35 personnes à faire vivre le lieu au quotidien, c'est-à-dire soit à habiter sur place, soit à venir travailler tous les jours. Donc, c'est des gens qui habitent à l'extérieur, soit dans le village, soit dans le village avoisinant, et qui viennent travailler dans leurs ateliers ou dans leurs bureaux. Par ailleurs, on a aussi, en plus de ça, des sympathisants du projet associatif, donc c'est des adhérents, des voisins du village, et on commence à travailler avec des partenaires tels que la mairie, mais ça, c'est vraiment venu dans un second temps. Au départ, c'est vraiment né d'une initiative citoyenne, tout ce projet. Et c'est 500 adhérents, 500 personnes impliquées quand même dans le projet. C'est 30 dans le noyau dur, mais vous avez aussi réussi à avoir 500 adhérents dans la structure. On a 500 adhésions, donc c'est à nuancer un tout petit peu parce qu'il y a c'est des adhésions annuelles, donc certaines adhésions évidemment se reproduisent. Mais globalement, on a accueilli, pour donner un ordre de grandeur, on a fait des portes ouvertes l'année dernière. On a eu plus de 300 visites distinctes, donc c'est des personnes qui sont impliquées, intéressées par le projet, sympathisants, qui encouragent le développement du lieu. Donc on a quand même une communauté en effet qui est de sympathisants qui est importante derrière tout ça. Alors quand on veut rénover un endroit pareil, cette ancienne maison de retraite, c'est compliqué. Il faut quand même mettre aux normes pour recevoir du public, pareil que tout à l'heure pour la question qu'on se posait dans la première partie de cette plénière. Donc, ce qu'on appelle les normes ERP, établissement recevant du public, ça, je pense que ça doit quand même pas être simple. Et puis, il faut de l'argent. Comment vous avez fait pour résoudre ça? Parce que vous avez des subventions à l'investissement, vous avez tout autofinancé? Alors, au départ, le projet a été financé pour toutes les premières étapes du projet, c'est-à-dire l'achat du bâtiment, la rénovation de la maison de retraite en logement et l'installation des premiers espaces de travail. Tout ça, ça a été en autofinancement. Et le système économique du lieu, il repose quand même principalement sur la location des espaces de travail actuellement. C'est ça qui permet aussi d'organiser des événements, des temps conviviaux et des choses qui sont peut-être moins lucratives dans le modèle économique. Et par ailleurs, en fait, le point de départ de la recherche de financement extérieur, c'est-à-dire des subventions et du mécénat privé, ça a été vraiment cette question de remise aux normes, en effet. C'est-à-dire qu'en 2019, on a enclenché un travail de rénovation et de remise aux normes de certains espaces de l'association. Par ailleurs, le bâtiment est grand. Pour donner un ordre de grandeur, il y a plus de 1400 mètres carrés habitables. Et sur ces 1400 mètres carrés habitables, il y en a environ 800 qui sont consacrés à l'association. Donc, c'est quand même, on parle de grande surface, là, dans un bâtiment historique. Et donc, en effet, le fait de se mettre aux normes, pour un collectif citoyen, c'est quelque chose d'énorme. Ça dépasse nos compétences en autofinancement la plupart du temps. Et donc, nous, ça a été le point de départ d'aller chercher de l'argent auprès du département, auprès de l'Europe via le programme LEADER, et auprès de mécènes privés, dont la Fondation France, par exemple. Merci pour ces questions. Vous avez des projets encore, parce qu'on voit tout ce que vous faites. Vous disiez, par exemple, oh, ce serait bien qu'on organise des séminaires. Alors, des séminaires, là, il faut attendre un petit peu, parce que c'est compliqué de les faire en présentiel, mais ça ne va pas durer. Et donc, comment vous voyez ça? Vous avez les capacités d'accueillir, vous allez travailler aussi avec d'autres acteurs existants, par exemple, je ne sais pas, des gîtes ruraux sur le territoire. Comment vous voyez ça? Peut-être Noémie, je te laisse répondre. Oui, alors donc sur les projets, déjà à court terme, Aline parlait de la mise aux normes, on travaille sur une remise aux normes de tout un étage. On a actuellement un espace de coworking, on va en faire un nouveau. Espace de travail partagé, je le redis pour ceux qui espace de travail partagé, pas encore habitués. Exactement, qui va un nouveau avec plus grand et plus adapté. On va aussi travailler sur une salle de réunion et aussi une salle d'accueil d'activités type yoga ou activités artistiques et sportives. Donc ça, c'est concrètement ce qui va se passer sur nos 2 prochaines années. Et ce qu'Aline
n'a pas précisé, dans le bâtiment qui est très grand, on a la chance d'avoir un ancien théâtre. Nous, il est très important aussi qu'on inclue ce patrimoine en fait, dans l'histoire de notre projet à nous. Et notre rêve, et là, ce qu'on aimerait sur plusieurs années réussir à monter, c'est la rénovation de ce théâtre et pour travailler des résidences artistiques avec des acteurs du territoire et aussi également en salle de séminaire, puisque c'est une grande salle avec une grande capacité d'accueil. Et donc voilà, mais là, on est sur plusieurs années dans le futur. Voilà, on se projette encore plus loin que ce qu'on est maintenant. Alors, pareil un peu que tout à l'heure pour la séquence épicerie que vous avez peut-être suivi, vous êtes jeune, vous êtes installé à Vaisseau, en Ardèche. Ça va, c'est pas trop dur, la ville ou des villes. Vous étiez d'accord avec ce que disait tout à l'heure votre prédécesseur. Finalement, on y est bien, on a tout ce qu'il nous faut. Comment vous vivez ça quand on monte un projet comme ça? Très très bien. En plus, avec le projet comme ça, on a quand même énormément de travail aussi qu'on donne bénévolement à l'association, de réunions, de réflexions ensemble sur comment monter ce projet avec les personnes de la collégiale et les personnes qui travaillent ici, qui vivent ici. Donc, ça demande aussi beaucoup de coordination. Donc, ça nous occupe beaucoup aussi. Et puis, par ailleurs, Aline le précisait, il y a une partie habitat participatif. Nous, Aline et moi, on vit dans le bâtiment, chacune dans un des appartements. Ça demande aussi pas mal de boulot parce qu'on rénove nous-mêmes nos appartements. La vie à la campagne est quasiment aussi chargée que la vie parisienne. On venait de plus ou moins de Paris. C'est vraiment un point de rencontre ici. Il y a vraiment quelque chose. Il y a pas mal de gens qui arrivent de la ville, qui font des visites parce qu'on organise des visites régulières du projet. Là, on a tellement de demandes. Il y a des gens qui nous disent en effet, mais vous devez être tout seul, c'est pas trop dur, la campagne. Et nous, en fait, là, on croule. Enfin, la vie sociale, elle est intense tous les jours. Donc, des fois, ça fait du bien de se replier dans justement son logement individuel, dans cet espace partagé. On est très content d'avoir des parties aussi un peu privées. Parce qu'en fait, au contraire, c'est intense. En rencontre, il y a un réseau là d'artistes. En gros, là, quand même, pour donner un peu une idée de la couleur du lieu, c'est quand même le fait qu'il y avait un ancien théâtre dans le bâtiment, ça a attiré les acteurs culturels de la région. Ils savaient qu'il y avait un théâtre. Ils se disaient peut-être qu'un jour, ça sera un espace de résidence artistique, par exemple. Et donc, naturellement, tous les espaces de travail qui ont été ouverts dans le lieu, ils ont attiré un réseau d'artistes, d'entrepreneurs dans l'artisanat, d'associations culturelles qui font des ateliers participatifs de cirque, de réalisation de vidéos, enfin, ce genre de choses. Donc, en fait, il y a tout un écosystème là, qui est foisonnant, qui est hyper riche, vraiment vivant. Donc, on est vraiment dans un lieu de rencontre qui bouillonne, quoi. Enfin, et on ne dit pas c'est un lieu, c'est que des néos, c'est des Parisiens ou des Parisiennes qui sont installés. Vous avez vraiment l'impression que ça y est, vous avez passé ce cap-là parce que vous êtes au cœur du village et que vous faites des choses multiples. En effet, au début, les premiers arrivants, au départ, c'est 4 personnes qui ont acheté le bâtiment au début. Donc, en fait, on est passé de 4 à plus de 35 aujourd'hui et sans doute beaucoup plus encore plus tard. Donc, au début, en effet, les premiers ragots, c'est évidemment, des gens arrivent de la ville, on dit que c'est des Parisiens, et évidemment, il y a eu les premières réactions comme ça, mais on a assez vite dépassé ça quand même. Et aussi, le collectif aujourd'hui, actuel, il est quand même composé, pour moitié, si ce n'est majoritairement, de personnes du coin. Donc, il y a eu aussi ce truc, il y a des voisins du village qui maintenant ont un bureau dans le bâtiment. Donc, il y a vraiment eu une intégration. Pour le coup, ce mélange a vraiment été réussi. Les nouveaux arrivants ont vraiment été intégrés et ont rencontré d'autres personnes. Donc, on n'est pas qu'entre nous, néo-ruraux, trentenaires. Merci beaucoup à toutes les deux. Vous êtes habillés pareil, c'est normal à chaque fois, vous avez tenu. On s'est dit que c'était bien de marquer le coup un peu parce qu'en fait, la visio, ça peut être un peu ennuyeux. Je vois que vous avez bien travaillé la question avec la petite affiche derrière et puis les t-shirts assortis. Merci beaucoup. Alban Perren, animateur de la Smala. Ça montre déjà la diversité des activités. Ça existe depuis 2013, ce tiers-lieu. Alors, je vois parmi les questions, il y a qu'est-ce que c'est finalement qu'un tiers-lieu, etc. Je pense qu'effectivement, je vois passer des réponses entre chat. Ce sont vraiment des lieux multi-activités, des lieux où on vient finalement faire ce qu'on a envie d'y faire finalement. Il n'y a pas un tiers-lieu qui ressemble à un autre tiers-lieu. Il y a souvent des espèces de travail partagé, mais je disais tout à l'heure en introduction, ça peut être artistique, ça peut être plus orienté artisanat, ça peut être très mélangé. Et si vous voulez, Alban, vous en donnerez votre propre définition, mais sur la Smala, on trouve de la brocante, de la médiation numérique, pourquoi pas des sardinades quand c'est la saison, et ça permet à tout le monde de monter son propre projet.
par exemple, un projet sportif, hein, vous me le citiez en tout cas. Vous avez multiplié les projets au gré des envies, parce qu'en 2016, vous avez ouvert un café associatif avec les premiers salariés, avec tout un collectif de bénévoles, bien sûr. En 2018, un deuxième lieu qui est justement un espace de travail partagé avec des fabricants de planches de surf, de la micro-édition, un luthier, etc. Et puis, un troisième lieu, une recyclerie qui s'est créée en 2019, si mes informations sont justes. Donc pléthore d'activités. Quels sont, vous pourrez nous dire des choses sur votre projet et puis comment ça fonctionne aujourd'hui, combien de salariés, qui a démarré tout ça, ce projet un peu fou et comment vous vivez votre présence au sein de ce village des Landes hein, qui est Saint-Julien en Borne. Voilà. C'est au sud de Mimizan, pour ceux aussi qui ont des repères, c'est comme Aubenas tout à l'heure. Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Vous avez pas mal introduit déjà le sujet. Voilà, comme vous l'avez dit, on fait pas mal de choses. On a plein d'activités différentes dans différents lieux. Donc, c'est assez difficile à résumer. Je ne vais pas m'y essayer là en quelques minutes. Mais vous en avez dit les grandes lignes. Vous avez aussi posé déjà des questions au vaisseau-mère dans lesquelles je me retrouve. Je retrouve des caractéristiques de la SMALA. Donc le fait que le noyau dur en fait, soit constitué de gens qui viennent principalement d'ailleurs, des grandes villes, des trentenaires, qui arrivent à s'intégrer. Voilà, vous l'avez très bien dit. Moi, je m'y retrouve dans ce que vous avez raconté. Et quant à la définition des tiers-lieux, peut-être, Mélissa, je te laisserai intervenir là-dessus parce que je vois que tu as déjà posté un lien dans le chat et on est assez raccord avec la coopérative tiers-lieux là-dessus. On a une vision assez commune. Nous, on envisage le tiers-lieu très rapidement comme un tiers potentiel entre l'individu seul et la société très grande, très vaste. Le tiers-lieu, en tant que créateur de liens entre les gens et créateur de collectifs, peut trouver sa place voilà, pour permettre à chacun de s'intégrer sur son territoire, de se trouver une place, un rôle dans le village ou autour. Donc, voilà, de la même manière, on a un petit collectif qui s'est constitué. Le point commun de tous les gens, c'était la volonté de vivre sur ce territoire-là, qui était nouveau pour beaucoup. Connu pour les plus connus pour les gens qui ont rejoint le collectif par la suite. Et l'idée, c'était vraiment de pouvoir participer au développement de notre territoire pour pouvoir y vivre bien et y trouver un petit peu en fait tout ce dont on avait besoin, chacun, indépendamment ou collectivement, pour vivre ensemble là-dessus. Donc, on s'est développé, on déploie nos activités dans 3 lieux aujourd'hui, comme vous l'avez dit. On est locataire de tous ces lieux, donc on n'a pas eu de gros plans d'investissement ni de rénovation, des petits travaux d'aménagement à chaque fois et de remise en état des bâtiments. Mais en locataire, donc on n'a pas eu les mêmes plans de financement que le vaisseau-mère, je pense. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a pas mal d'activités différentes. On était 5 salariés encore la semaine dernière. On a fait 2 embauches cette semaine-là. Donc, on a augmenté un peu la taille de l'équipe. Signe que les activités se développent. Et aujourd'hui, après en effet quelques années d'activité, on a été créé en 2013, on n'a pas eu de lieu avant 2016, donc on était vraiment une structure plus petite, plus informelle, sans gros budget, sans salariés, sans lieu fixe. On se déplaçait, on créait également un peu à gauche, à droite autour de chez nous. Et aujourd'hui, en effet, le collectif et l'association, ces activités ont bien changé, se sont bien développées. On a accueilli cette semaine un groupe de 11 jeunes qui participent à un stage de remobilisation. Je le cite, c'est une activité parmi d'autres, mais c'est représentatif du fait qu'on s'est structuré, qu'on continue à s'ouvrir et qu'on a envie de faire profiter de notre petit écosystème le plus grand nombre de gens possible en fait. On continue à essayer de travailler cette démarche d'ouverture le plus possible. C'est pas forcément l'objectif final de toutes nos actions, mais c'est l'ADN en tout cas de toutes nos actions. Donc c'est un effort qu'on va retrouver un peu dans tous les projets. Merci. Alors, je rappelle pour mémoire que tous les intervenants qui sont sur ces différentes séquences, ces 3 séquences
j'anime depuis ce matin. Tous les contacts vous seront mis à disposition, envoyés par les organisateurs après cette journée, ainsi que toutes les vidéos. Alors, sur les conditions du succès, je disais tout à l'heure, sous forme un peu de provocation, mais pas tant que ça, il y a des tiers-lieux qui sont initiés par des collectivités et qui restent, certains, pas tous, mais plus ou moins vite, parce qu'il n'y a pas une communauté qui entoure le dispositif. Néanmoins, quand vous voyez passer des appels à projets de collectivités, est-ce que vous y répondez? Est-ce que vous dites « Ah ben c'est bien, ça fait une opportunité de plus » ou est-ce que vous essayez de garder votre ligne en dehors des appels à projets? Comment vous fonctionnez avec les collectivités locales? Nous, on travaille beaucoup avec les collectivités locales. Je pense, hein, du haut de mon jeune âge et de ma petite expérience des tiers-lieux, qu'il n'y a pas tant de choses nouvelles que ça dans les tiers-lieux aujourd'hui. Il y a beaucoup d'aspects des tiers-lieux, beaucoup d'activités des tiers-lieux qui ont existé, qui existent toujours ailleurs sous différentes formes. Je crois que c'est ensemble qu'on en a parlé d'ailleurs quand on s'est appelé il y a quelques semaines. Une partie de notre travail, en fait, était probablement réalisée avant par des agents de collectivité qui n'existent plus aujourd'hui, des postes qui ont été supprimés et des missions, des actions, des activités qui en partie reviennent aujourd'hui d'une manière ou d'une autre vers les tiers-lieux et notamment via les appels à projets. Nous, on Vous travaille pensez à quoi, par exemple? C'est un exemple précis d'activité qui pouvait avant, c'était déjà rempli sur le territoire et puis finalement ça s'est arrêté. C'est vous qui avez repris ça. Vous avez une idée, un exemple? Je peux citer peut-être par exemple le projet alimentaire de territoire qu'on anime, que la SMALA anime pour un collectif d'acteurs locaux. Typiquement, dans ce cadre-là, on est en partenariat avec plusieurs mairies autour de la nôtre, la commune dans laquelle on est installé, mais également d'autres. On est sur plusieurs communes, donc on travaille avec plusieurs communes. Et typiquement, dans ce cadre-là, nous, on a un rôle en fait de mise à disposition de compétences. On est capable de réunir des compétences humaines au sein du collectif et d'aller chercher des financements qu'on va ensuite repartager en fait avec la mairie pour travailler des axes d'action communs. Dans le cadre de ce projet alimentaire de territoire, on accompagne les cantines scolaires des communes autour de chez nous dans la transition vers un approvisionnement local en produits du coup alimentaires locaux. Et récemment, on a par exemple organisé une formation pour les cuisiniers et cuisinières de restauration collective grâce à des fonds d'un appel à projet régional qu'on est allé chercher et qu'on va ensuite remettre à disposition des mairies en fait pour proposer une formation pour les cuisiniers et cuisinières de restauration collective. On aurait très bien pu imaginer que la mairie aille financer ces formations-là par elle-même, sans nous. Il se trouve que ce n'est pas fait et qu'ensemble, on arrive à le faire de nouveau. Alors, vous pouvez nous rappeler votre structure juridique? C'est une question de Béatrice dans les participantes qui dit c'est quoi votre structure juridique finalement, puisque vous avez plusieurs activités? Est-ce qu'il y a plusieurs structures juridiques et par quoi vous avez commencé? Ouais, c'est une bonne question. On a commencé par une association loi 1901. On est toujours dans une association de loi 1901. À mesure que les activités se développent et se diversifient, on questionne de plus en plus cette structure-là. À titre d'exemple et pour donner un petit aperçu de la complexité potentielle au niveau du choix juridique, nous, il y a une partie de nos activités au sein de cette association loi 1901 qui est depuis début 2019 maintenant sectorisée et fiscalisée, alors que le reste de nos activités est reconnu d'intérêt général. Donc en fait, au sein de la même structure, on peut avoir différents types d'activités avec des statuts juridiques, fiscaux assez différents. On réfléchit aujourd'hui, on se questionne pour savoir si c'est toujours la structure, le statut juridique qui est le plus adapté. Mais en tout cas, on fait encore tout sous forme associative. Merci pour cette précision. D'autres questions, mais on ne va pas toutes les passer. Hein. C'est comme pour les précédentes séquences parce qu'on ne va pas y arriver dans les temps impartis pour ne pas être trop long. Et puis, il y a le déjeuner derrière, hein, quand même, c'est important. Vous avez parlé du projet alimentaire territorial, enfin l'équivalent que vous animez sur le territoire. Vous êtes quoi, la prestataire de service? Vous êtes rémunéré comment? Vous faites une sorte d'appel d'offres et vous avez répondu. C'était un appel à projet et vous faites une facture. Comment ça se passe?
auprès des collectivités? Alors en fait, comme beaucoup de projets ou démarches alimentaires territoriales, puisque les projets alimentaires territoriaux, ça fait référence à un label national qui est attribué après sélection et examen. Donc on va plutôt parler de démarche alimentaire territoriale. Comme beaucoup, comme toutes, dans l'esprit en fait qui a été initialement proposé, c'est la démarche émerge par la mobilisation d'un collectif d'acteurs terrain qui se regroupent pour faire le point sur les besoins, les ressources de chacun et essayer de monter des petits plans d'action pour essayer de répondre aux manques qui s'identifient sur le territoire. Comme très souvent, ces collectifs d'acteurs terrain sont des professionnels d'activité, des agriculteurs, des transformateurs, des artisans de bouche, des restaurateurs, et n'ont pas le temps en fait de mener cette démarche-là eux-mêmes. Donc nous, on intervient à un moment de ce constat-là, au moment où le collectif en fait décide d'aller faire confiance à un tiers, comme la Smala par exemple, pour aller chercher des ressources, donc répondre à des appels à projets, pour trouver des petits moyens d'action. Donc trouver un peu de Et là, temps ça a été salarié. quel financement, par exemple, vous avez obtenu pour mener cette mission? C'était quoi? Alors la première rédaction, c'était un financement de la région, l'appel à projet circuit court. Et là, c'était un appel à projet commun de la région et de la DRAF. Et la deuxième année, c'était toujours un appel à projet de la région, mais du pôle Datar cette fois, l'appel à projet ruralité, en fait, qui vise au développement des bourgs ruraux. D'accord. En tout cas, vous cherchez, vous dites, bah, il y a ce besoin-là sur le territoire, on va essayer, nous, d'aller chercher des Voilà. financements pour pouvoir rendre une mission. Exactement. Et c'est comme ça qu'on pense l'association depuis le début, comme une boîte à outils au service des initiatives du Et territoire. vous avez On va l'impression être capable que de chercher. votre image de Néo, maintenant, c'est en gros terminé, que vraiment vous êtes reconnu comme un acteur de terrain, c'est plus les trentenaires qui viennent de la ville, ou il y a encore du travail là-dessus? Ce sera la dernière question pour Les ça. deux. Les deux. On sera toujours un peu des étrangers dans les Landes, mais à la fois, on est reconnu comme un acteur de terrain. Pour ça, il n'y a pas 1000 solutions. Il y a à faire ses preuves concrètement, que les actions donnent des résultats et qu'on puisse en parler autour d'un bon repas tous ensemble. Ben, merci en tout cas pour ce témoignage, cette présentation. C'est vrai que vous faites tellement de choses, on aurait pu passer l'heure aussi avec vous, mais ça donnera envie aux participants d'en savoir davantage. Mélissa Gentil, salariée de la coopérative Tiers-Lieux en Nouvelle-Aquitaine. Alors l'Aquitaine, c'est connu pour d'être un peu, j'allais dire en avance en tout cas. Effectivement, vous avez énormément de tiers-lieux. Rien que là, il y a 100 sociétaires, 6 salariés des relais locaux. Je crois que c'est 240 tiers-lieux si mes informations sont à peu près justes, c'est ça, dans votre région. J'imagine qu'ils sont tous différents, avec ceux qui fonctionnent très bien. La Smala, c'est sur votre territoire. Je ne vous demanderai pas de porter un avis ou un jugement sur la Smala, mais en tout cas, on en a un témoignage ici. Mais ils ne doivent pas du tout tous être pareils. Alors, ce qui est intéressant avec vous, qui êtes dans une coopérative des tiers-lieux, c'est vous nous expliquer en quoi vous pouvez aider ou accompagner ces tiers-lieux en émergence ou en cours d'action. Et puis, comment effectivement on peut répondre aux besoins de formation, aux besoins de financement, etc. Ce que vous faites et pourquoi un réseau des tiers-lieux, en quoi c'est utile, et puis nous donner des conditions, un peu comme tout à l'heure sur la séquence des épiciers, les conditions de réussite d'un tiers-lieu, parce qu'effectivement, on en voit qui fonctionnent très très bien, et puis d'autres moins bien. Est-ce que c'est la communauté à la base qui doit être très active? Est-ce que c'est parfois le blocage sur les investissements? Comment vous voyez ça? Quelles sont les conditions de réussite pour que ça serve d'enseignement, et des difficultés rencontrées, bien sûr, ça serve d'enseignement pour tous les participants qui assistent aujourd'hui à cette séquence? Alors, qu'est-ce qu'elle fait, cette COP des tiers-lieux, et comment vous voyez la situation des tiers-lieux en Nouvelle-Aquitaine? Alors, la coopérative des tiers-lieux trois grands rôles différents, à savoir une animation du réseau, en effet, en Nouvelle-Aquitaine des tiers-lieux, mais ce réseau n'est pas que composé des tiers-lieux, il est aussi connecté aux partenaires des tiers-lieux qui sont nombreux au regard de l'hybridité des tiers-lieux dont on vient de percevoir les possibles avec le vaisseau mère et puis la Smala. Les tiers-lieux travaillent sur différents secteurs d'activité et donc autant de partenaires à mobiliser, avec qui converser, travailler pour aller plus loin sur les territoires dans les coopérations.
Donc on a un rôle de médiateur en somme entre ces différents acteurs, publics, privés, notamment un rôle de tiers médiateur peut-être avec la collectivité. Alban l'a très bien dit, à l'échelle du tiers-lieu, nous on est un peu le tiers-lieu des tiers-lieux, et donc on a aussi ce rôle de tiers médiateur, notamment auprès de la région Nouvelle-Aquitaine qui a largement amorcé l'émergence des tiers-lieux sur cette région qui en dénombre désormais bien plus que 240. On est en train de finaliser le recensement annuel. Il y a une interférence, excusez-moi, c'est réglé sur Emmanuel Rousset, je ne sais pas pourquoi. Mélissa, on vous a perdu, ça va revenir. Je peux poursuivre, c'est bon? Oui, voilà, c'est bon, voilà, on avait été coupé, je suis désolée. Donc un rôle de médiation politique également, à savoir défendre, en tout cas nous c'est notre vision, l'indépendance des tiers-lieux, de bien positionner la collectivité en tant que facilitatrice du développement du projet, de laisser faire en fait les porteurs de projets, et on insiste largement là-dessus. Donc, de ne pas avoir peur, de ne pas se dire oh là là, il faut que je reprenne le contrôle de l'affaire, voire que j'en sois l'instigateur, mais se dire je fais confiance, j'accompagne et je trouve les structures aussi pour aider à l'accompagnement de cette communauté qui va rendre des services sur le territoire. Tout à fait, on est vraiment sur ces logiques ascendantes et non pas descendantes qui créent plutôt des coquilles vides et qui contribuent à gaspiller des énergies certainement bien plus précieuses sur d'autres sujets du territoire qui n'a peut-être pas besoin d'un tiers-lieu ou qui a peut-être un acteur qui remplit certaines fonctions que remplissent les tiers-lieux. Alban l'a dit, on ne réinvente pas forcément grand-chose. On a peut-être une autre approche, une capacité à croiser des dynamiques qui ne se côtoyaient pas toujours, mais parfois il n'y a pas de tiers-lieu, il n'y a pas besoin d'avoir un tiers-lieu parce que un acteur, des acteurs remplissent ses fonctions ou alors une initiative dans le village voisin le remplit et les gens sont mobiles entre un village et un autre. Donc il faut être capable de regarder plus loin que son territoire vécu, ou plutôt voir son territoire vécu et pas son territoire administratif qui est réducteur parfois. Alors, est-ce qu'il faut faire toutes les activités dans un tiers-lieu? Est-ce qu'on se dit, il y a besoin d'un point poste, il faut faire un point poste? Est-ce que comme ça, c'est finalement, on intègre tout et dans ce tiers-lieu, on y fait un peu tout parce qu'il manque de services de ceci ou de cela? Comment vous voyez ça? Quel positionnement? Est-ce que c'est bien de diversifier au maximum les activités d'un tiers-lieu, quitte finalement à se perdre peut-être? Je ne sais pas, c'est une question. Alors, c'est l'un des paradoxes qu'on a soulevé au cours de notre démarche de recherche et développement, à savoir ce tiers-lieu à tout faire, est-ce qu'il a du bon? En fait, donc, l'un des facteurs clés, selon nous, c'est vraiment de partir d'un diagnostic territorial. Il ne s'agit pas d'avoir une représentation rapide de son territoire, mais bien d'interroger l'ensemble des acteurs, et c'est du temps long, et prendre garde à ne pas faire à la place d'eux et combler les manques. Et donc, si le point poste est réellement qu'aucune autre alternative s'offre, pourquoi pas? Après, ça a des implications éthiques, politiques, des cas de conscience pour certains collectifs. Est-ce que finalement on ne contribue pas à accélérer du coup la dévitalisation ou le désengagement de certains acteurs de nos territoires contribuant à leur désertification, etc. Quel jeu on joue? À qui rend-on service finalement? Donc ce sont des questions à se poser. Après, il n'y a pas de bons, mauvais conseils, de bon ou mauvais choix. Il s'agit avant tout de répondre aux besoins des habitants, mais attention aux tiers-lieux fourre-tout, aux tiers-lieux à tout faire. Peut-être réfléchir aussi, on a eu l'exemple dans la conférence précédente du Grenade, qui aussi est un espace comme d'incubation, portage de certains projets qui peut-être après certaines briques d'activité pourraient prendre leur indépendance du tiers-lieu parce que assez pérennisé, assez costaud pour pouvoir se dissocier, en tout cas juridiquement, structurellement. On a des enjeux aussi de fiscalité parfois qui nous y forcent un peu plus tôt qu'on avait imaginé, comme Alban l'a pas forcément développé, mais voilà, avec cette hybridation, on a aussi
une incapacité parfois à tout porter avec une seule et même structure juridique, donc une complexité qui peut aussi parfois être C'est une question qui pragmatiquement. revient d'ailleurs du côté des participants, cette question juridique. Quand vous regardez tous les tiers-lieux d'Aquitaine, il y a plutôt un modèle quand même c'est plutôt tous essentiellement sous forme associative où vous voyez justement des sociétés coopératives d'intérêt collectif, des scopes, parce que justement, il faut rendre des services maintenant différents avec, pourquoi pas, justement, des séparations dans les activités des tiers-lieux. Quelle est la structure ad hoc? La SMALA, c'est une association. Vous voyez beaucoup d'autres modèles émerger. C'est une question qui revient régulièrement là, chez les On a une participants. majorité d'associations. Il y a une réelle volonté pour les associations les plus matures de muter vers des structurations type coopérative. Néanmoins, avec l'idée de peut-être conserver les associations, on a des projets là désormais qui se structurent directement en coopérative, mais c'est encore anecdotique parce que je pense que c'est un modèle qui est bien moins maîtrisé et qui nécessite un investissement différent. Il suffit de 44 € pour constituer une association, là où quand on crée une coopérative, parfois il faut quand même rassembler un capital qui n'est pas forcément disponible rapidement et qui est tout de suite engageant pour certains acteurs qui n'ont pas cheminé de la même façon. Quand on n'est pas forcément fondateur, voilà, on n'a pas la même capacité à s'engager, y compris financièrement. Donc là, on est sur une majorité d'associations. Je crois que c'était 57% en 2018. On verra ce que sont les chiffres pour 2019. On a des portages mixtes, public-privé. Et puis, parfois exclusivement privés au sens de projets entrepreneuriaux individuels. On constate que c'est ceux qui réussissent le moins parce que le jour où ils veulent transmettre, bien souvent, le collectif qui était dans une approche servicielle et pas une dynamique de coopération va se tourner vers un autre prestataire du service et pas reprendre l'activité et la poursuivre, donc recréer un vide en fait là où il y avait cette proposition. Alors, quels sont les partenariats tissés avec ce qu'on voit émerger, les maisons de services au public, par exemple, le service public qu'on voit partout avec France Service émerger dans les différents cantons, avec les centres sociaux, comment vous travaillez avec ces acteurs, soit nouveaux, enfin, dans leur appellation au moins, soit historiques, comme les centres sociaux, soit d'autres grandes associations du milieu rural. Quels sont les liens et comment vous faites, entre guillemets, un réseau avec eux ou un travail en commun? J'allais y venir sur les maisons de service au public et cette tendance à vouloir les mêler, confondre avec les tiers-lieux. Nous, on attire un point de vigilance puisqu'en fait, ça certes peut permettre l'accès à des services de proximité, mais attendre du tiers-lieu ce service, c'est aussi participer à l'institutionnaliser puisque ce sont des services qui demandent de respecter une certaine logique que les tiers-lieux ne maîtrisent pas toujours dès le début et donc il y a tendance à rigidifier en fait l'agilité dont ils disposaient dans leur ADN et à alourdir des process et aussi s'il y avait éventuellement une ressource humaine à l'accaparer pour ce service au détriment du développement du territoire. Donc ça doit être deux choses distinctes pour vous en fait, hein. Même si les locaux peuvent être proches ou l'un dans l'autre, il ne faut pas que les tiers-lieux deviennent des maisons de service au public, c'est ça que vous dites? Il ne faut pas le faire à marche forcée, il faut bien, encore une fois, prendre garde à quel était le projet de départ des porteurs de projet, quel est le projet associatif, voilà, quel est le commun défendu et est-ce que la maison de service au public rentre bien dans ce projet et donc à qui, encore une fois, on rend service si cela fait partie de ses objectifs, pourquoi pas, c'est un moyen parmi d'autres pour peut-être faire le parallèle avec les espaces de vie sociaux et le travail qui est mené avec les centres sociaux, la CAF. Nous, ce qu'on préconise, c'est déjà de développer l'interconnaissance de ces acteurs. S'ils sont sur des mêmes territoires, coopérer, apprenez à faire ensemble, répartissez-vous les activités et les modes d'appréhension des publics, les types d'activités, parce qu'on a beaucoup à apprendre les uns des autres. Quand il y a
plus d'espace, plus de centres sociaux ou quand il n'y en a pas eu et que finalement on propose des activités qui peuvent être reconnues dans l'espace de vie sociale par la CAF, eh bien rapprochez-vous de la CAF. Parfois c'est la CAF qui vous trouve avant que vous ayez perçu que vous aviez une activité qui pouvait relever d'un espace de vie sociale. Encore une fois, c'est des enjeux de rencontre, d'échange, discussion, de savoir quel est le projet commun qu'on partage sur ce territoire. Alors, quand vous dites ce territoire, en général, c'est quoi le périmètre? C'est le village, c'est la communauté de communes, c'est le pays? Il n'y a pas forcément un territoire administratif, mais un territoire vécu, un bassin de vie en fait. Sur quel territoire je vis, je développe mes activités, j'échange, voilà. D'accord, on avait une question, par exemple, d'un participant qui nous dit, voilà, j'ai une grange sur mon terrain, une grande grange, pourquoi pas en faire un tiers-lieu, mais un petit tiers-lieu. Qu'est-ce que vous dites face à ce type de demande? En fait, voilà, j'avais répondu en parallèle qu'en effet, c'est pas la surface qui est déterminante, mais c'est avant tout un projet collectif sur un territoire donné. Il peut commencer dans le café du village qui n'avait pas vocation à accueillir le groupe et finir dans la grange. Il peut commencer en itinérance comme la Smala, ça n'a pas été précisé parce qu'il y a tant de choses à dire sur la Smala, mais c'est un projet itinérant, faute de lieu au départ, et donc le lieu est qu'un moyen au service du collectif. Finalement, il faut aussi se dire que ce collectif peut être mobile, qu'il peut y avoir une grappe de lieux, comme on l'a entendu pour la conférence d'avant, et comme c'est le cas encore une fois pour la Smala, qui a le café, l'atelier dans un hameau, et puis le Fab Lab dans le village d'à côté, et qui l'ensemble constitue le projet de tiers-lieu qu'est la Smala. Donc effectivement, il n'y a pas de modèle là encore unique, si ce n'est que, pareil, hein, éviter de les placer en périphérie, parce que souvent ce sont des échecs, hein, retrouver de la centralité aussi dans les tiers-lieux souvent. Tout à fait. Alors, en effet, il y a un enjeu de repositionner ces projets dans l'espace, si possible, central du village. Les possibilités sont parfois limitées du fait de l'impossibilité d'accéder au foncier. Et c'est là tout l'enjeu de travailler avec la collectivité justement pour faciliter l'accès au foncier, réfléchir à toutes les modalités facilitantes telles que les loyers modérés, les mises à disposition. Un peu comme les épiceries hein, qu'on a vu tout à l'heure. Comme les épiceries, on est dans les mêmes logiques. Il y a des lieux de préfiguration aussi qui peuvent permettre de tester le projet, mais quand on va quitter ce lieu de préfiguration, quel possible délaissé on va créer, il s'agit quand même d'y penser à la suite. Si on était installé, je ne sais pas, dans un rez-de-chaussée vacant, s'il ne s'y passe rien derrière et que c'était devenu un lieu de centralité, comment on pense quand même la suite et comment on ne participe pas à recréer une zone de vide en centre-bourg. Là, on a des lieux dont les projets sont tellement ambitieux qui cherchent à déménager et parfois l'option retenue est en effet la périphérie et ça peut être dommageable pour la dynamique territoriale. Alors, on a un participant aussi qui nous dit tout à l'heure, c'est bien en association, mais quand on doit acheter le foncier, faire des travaux et tout, c'est lourd, mais vous recommandez pas, en tout cas, pas forcément, que ce soit le tiers-lieu qui soit propriétaire. Vous le disiez tout de suite, ça peut être la commune, hein, par exemple, et qui met ensuite à disposition avec un loyer acceptable d'activité. Quelle est la part de ceux qui sont dans les tiers-lieux propriétaires, entre guillemets? C'est bien sûr, ça doit pas être l'association qui est propriétaire, mais sûrement des privés ou des sociétés immobilières constituées qui en sont propriétaires, vous allez nous le dire. Et quelle est la part de l'un et de l'autre? Et puis une autre question, parce que je vois que le temps file, quelle est la part d'autofinancement de ces tiers-lieux et la part de subvention? Et globalement, qui aide plutôt? C'est les régions, les départements, tous les niveaux, l'État, l'Europe? Alors, les chiffres concernant la propriété, on ne les avait jamais posés et on les a posés au grand recensement national qu'on est en train d'éplucher, donc je ne les ai pas. Très clairement, c'est plutôt une minorité qui est propriétaire et quand il y a des enjeux de propriété privée, il y a aussi souvent ce montage SCI, association. Donc en fait, bien souvent, des fondateurs de ce type de projet
prennent plus de risques en mettant leur bille sur l'achat foncier et en se constituant en SCI et qui peuvent du coup venir amorcer le projet de cette façon-là, adossé avec une association pour développer l'activité. Et il sera intéressant d'interroger le vaisseau mère et on va lui donner la parole, exactement. Et donc après, sur les financements, globalement, financement, pour les... Oui, sur les modes de financement, ben là, on n'a pas de vérité, encore une fois, puisque ça dépend de la maturité des projets et puis de leur stade de développement, parce que c'est pas parce qu'on a un historique de 10 ans qu'on n'est pas encore en cours de développement, puisqu'on peut avoir des projets tellement ambitieux qu'on peut être tout le temps en fait avec un 60%, j'ai envie de dire, de subvention et un 30% d'autofinancement, parce qu'on est dans un développement continu et des logiques d'expérimentation de nouveaux domaines d'activité sur lesquels on vient intervenir sur un domaine d'intérêt général. Donc en fait, là, la collectivité va abonder pour amorcer cette nouvelle activité et donc ça peut échelonner comme ça dans le temps l'équilibre. Donc on peut avoir des 60-30, on tend quand même vers un 50-50. La posture, c'est que dès lors qu'on touche à un enjeu d'intérêt général et qu'on œuvre sur un enjeu d'intérêt général, on peut recourir à de la subvention publique. Il s'agit de quand même co-construire certainement le désir de territoire, en tout cas la façon dont on voit son territoire avec les collectivités, ce qu'Alban a semblé dire tout à l'heure, c'est en fait un dialogue continu avec la collectivité sur la suite, le développement du territoire, et puis quand c'est sur d'autres échelles, de la même façon, ce sont des conversations continues avec élus et chargés de mission sur les enjeux thématiques, pour le coup. Merci. Il reste 4 minutes, hein, ça va tellement vite. Aline du vaisseau mère, peut-être une précision suite à ce qui vient d'être dit, un accord, un désaccord, et surtout un message clé avant qu'on ne termine cette séquence. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Quel est l'enseignement fort? Alors, j'ai le mot de la fin. Non, il y aura aussi, non, pas toute seule, il y aura aussi Alban, c'est pour ça qu'il faut faire court. Chacun son petit mot de la fin pour qu'on retienne une idée forte. Alors, je laisse Alban réfléchir pendant le même temps, il ne sera pas pris au dépourvu. Je laisse Noémie dire un mot sur la question de la structuration. Oui, pour préciser la question de la structuration, donc comme on le disait tout à l'heure, il y a une association dans le bâtiment et il y a toute une partie habitat privé donc, qui est gérée par ailleurs. À l'heure d'aujourd'hui, on a des propriétaires, une SCI qui est propriété de la totalité du bâtiment et on a entamé tout un travail avec justement suivi par Village Vivant sur notre restructuration et sur 2020 ou 2021, on va racheter une partie du bâtiment, nous, copropriétaires du bâtiment en tant que logés, en fait, habitants. Et une autre partie sera rachetée par l'association. Donc, on est en train de travailler ça. Il y a eu beaucoup de questions pour réussir à trouver ce montage-là. Ce qui est important, c'est que tous ces ateliers sur la restructuration juridique, on les a menés avec la communauté d'usagers qui est présente actuellement. Et en fait, ce n'était pas possible de faire ça au début du projet avec les 4 fondateurs initiaux, en fait. Donc là, aujourd'hui, on est 30 à participer à ces ateliers de réflexion. Donc, il y a aussi ce mouvement-là qui s'est mis en place. Moi, j'ai une idée forte à transmettre, de quelque chose à garder. On a beaucoup parlé du lien avec les services publics, de la complémentarité ou pas avec les services publics. Pour moi, il y a quand même une notion qui est fondamentale dans la différence, c'est que nous, on ne se positionne pas comme des structures qui sont capables de fournir des services publics à la place des services publics, déjà. Parce qu'en fait, il y a quand même une différence de taille au départ, c'est qu'on est porté par une communauté donnée. Donc, c'est des personnes qui peuvent être étiquetées néo-ruraux ou artistes ou pseudo-hippies, peu importe l'étiquette qu'on leur donne, mais en tout cas, il y a des classes sociales données quand même globalement qui sont majoritairement représentées dans les lieux qu'on rencontre, avec lesquels on est en interaction. Et donc, c'est des effets de réseau et de communauté qui vont porter ce genre de lieu. On ne s'adresse pas forcément à tout le monde. Et c'est ça, pour moi, une différence fondamentale avec les services publics, c'est qu'on n'a pas la prétention de représenter l'intégralité de la société française. Et ce n'est pas du tout les mêmes objectifs, quoi. Donc, il ne faut pas perdre ça il faut vraiment garder ça en tête, quoi. Enfin, la force de ce genre de lieu, c'est que c'est porté par des collectifs, par des communautés qui ont des couleurs données, entre guillemets, sans mauvais jeu de mots sur les personnes. Et c'est une super force, ça fait qu'il y a des projets dynamiques qui émergent, il y a une cohérence, ça avance vite. C'est
complémentaire avec des services publics qui, eux, sont universels. Il ne faut vraiment pas le perdre de vue, quoi. Merci Annie. Donc pas forcément se noyer dans le tout, mais garder son identité, sa force et la force de ce que vous faites et votre énergie. En tout cas, bravo. Alban, un mot pour clore avant que je ne laisse la parole à Raphaël, hein, de Village Vivant, qui nous a suivis toute la matinée, évidemment, et puis qui a été sollicité aussi pour savoir comment Village Vivant, d'ailleurs, pouvait accompagner dans l'investissement, notamment dans les murs et ce qui coûte cher dans cet investissement dans le dur et dans les locaux. Alban, un mot pour soit donner envie, soit un point de vigilance, un mot-clé. Oui, non, on est tous, enfin là, à Vaisseau-Mer, la coopérative tiers-lieu, on est tous très forts dans le sujet du tiers-lieu, à se poser des questions sur les tiers-lieux. Qu'est-ce que c'est qu'un tiers-lieu? Comment il marche? Comment on peut en créer un? Comment il se développe? Comment il se pérennise éventuellement? Et moi, j'aimerais que ça cache pas non plus le fond des choses, qui est vraiment le sujet de cette table ronde, quel impact ils ont sur le territoire et quel impact on veut qu'ils aient. Pourquoi on a fait ça? Pourquoi on a fait ces projets? En fait, le tiers-lieu, il peut se pérenniser, se développer ou disparaître demain. Et ce sera son impact en fait qui restera ou pas sur le territoire. À quoi il aura servi? Et parce que ces objectifs-là, on peut les atteindre, les mener, s'y fédérer de plein de manières différentes. Et pour mettre un peu de lyrisme dans mon mot de la fin, il y a vraiment une citation qui m'anime en ce moment d'un philosophe et psychanalyste qui s'appelle Miguel Benassayag, qui dit qu'il n'y a pas de marche cumulative vers l'émancipation et que les expériences sont irréversibles au cœur de l'éphémère. Et pour moi, les tiers-lieux, c'est vraiment ça. On ne sait pas comment on va les pérenniser, on ne sait pas si ça va durer, si dans 5 ans il y en aura encore, si dans 15 ans il y en aura encore. Mais en tout cas, ils donnent lieu à des choses, à des actions, à des liens, à des projets qui existent, qui fonctionnent, qui ont des résultats. Et je pense que ça, c'est le point commun entre tous ces projets-là. Et c'est ce vraiment sur quoi on doit concentrer nos efforts. Merci. Merci, c'est l'énergie de la vie, les tiers-lieux. Bon, c'est vraiment le lieu du lien et une belle source, en tout cas, d'énergie, peu importe ce que ça donnera demain au service des territoires. Merci pour votre participation active aux intervenants, bien sûr, qui ont accepté de jouer le jeu comme ça en catastrophe, de travailler sur cette partie numérique. Et je crois que c'est un succès. Vous avez été en moyenne 200. Je vais laisser la parole pour le petit mot de la fin, comme il y a eu le petit mot d'accueil à Raphaël, avant qu'on ne vous présente le programme de cet après-midi, parce que bien sûr, la journée n'est pas du tout finie, mais il y a un petit temps de déjeuner pour reprendre des forces. Merci. Raphaël. Sylvie, c'est très riche. Alors, vous l'avez certainement pas fait, mais nous et les équipes, on est répartis sur 3 écrans et 3 salles avec l'AVIS et le RTES. Donc, en effet, on a été 200 à suivre à peu près toute la matinée sur cette salle, sur l'amphithéâtre qui devait être la plénière. Donc, j'en ai assez content. Cette affluence sur les ateliers porteurs de projets, il y avait une 50aine de personnes en moyenne et une 100aine de personnes sur la partie, la salle 3, sur l'ingénierie, pour vous dire qu'il y a un vrai succès. Je voulais remercier tout le monde sur la matinée, on redira un mot, mais certainement tout le monde ne va pas faire toute la journée devant son écran. Ça peut être compliqué. Donc à la fois merci aux participants. Je voulais te remercier Sylvie aussi parce que tu clôtures là ta séquence à toi. Tu l'as fait avec brio et encore une fois je me permets de refaire de la pub notamment pour le dernier numéro que vous auriez dû recevoir. On a 400 numéros de Village Magazine dans les bureaux de Village Vivant, donc si vous passez dans la Drôme à Cré, on ne va pas vous les envoyer, vous vous arrêtez et on sera très heureux de vous remettre un exemplaire. Voilà, merci à tous. Je pense que les collègues vont passer le reste. On prend une pause qu'on ne pourra pas partager ensemble. On avait prévu plein de surprises, des clowns, de l'animation, de la musique, des traiteurs locaux. Voilà, on le garde dans les yeux et dans le cœur et on se fait chacun notre pause déjeuner de son côté, mais l'esprit est là. En tout cas, merci à tous les participants. Merci Sylvie. Et on se retrouve à 14h pour les autres. Voilà, tous ceux qui veulent continuer à suivre cette journée-là. Merci Raphaël, c'était un plaisir. Merci à tous. Un grand merci pour l'organisation qui a été réussie. Bravo d'avoir réussi à convertir tout l'événement en format numérique en 3 jours. Enfin, un grand bravo. Merci et bravo. Oui.